Bonjour et merci de me retrouver dans ce nouvel épisode de notre rendez-vous désormais traditionnel avec Agora Édition sur l'évolution de votre mix patrimonial. Alors avant de vous parler de ce mix patrimonial pour lequel je vous ai réservé cette semaine une petite surprise, je voudrais vous signaler une information essentielle et une autre moins essentielle mais qui est quand même importante. L'information essentielle à retenir d'abord, c'est de mon point de vue, la chute du gouvernement Conte en Italie et la nomination de Mario Draghi comme Premier ministre. Alors cette nomination a quelque chose d'assez paradoxal, voire d'assez comique, puisque Mario Draghi est l'homme qui, avec le quantitative easing qu'il a lancé lorsqu'il était à la tête de la BCE, a poussé de nombreux pays à s'endetter à faible prix, puisqu'aujourd'hui, dans la pratique, le quantitative easing consiste à transformer la Banque centrale en prêteuse en dernier ressort, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle achète directement les dettes levées par les États qui n'arriveraient pas à se financer sur les marchés, ce qui permet à l'ensemble de l'édifice de la zone euro de s'endetter à des taux négatifs qui sont en train d'épuiser les épargnants et les institutions financières. Il se trouve que cette innovation de Mario Draghi, à l'époque où il était à la BCE, est aussi l'une des décisions qui a permis à l'Italie de continuer à s'endetter à tire-larigot sans faire les réformes systémiques dont elle avait besoin. Mario Draghi est aujourd'hui l'un des principaux responsables de la situation économique critique que l'Italie connaît. Ne nous leurrons pas, même sans pandémie, même sans coronavirus, l'Italie connaîtrait aujourd'hui une situation difficile. Il est vrai que la pandémie a accru les difficultés. Mais structurellement, l'Italie n'a pas procédé aux réformes dont elle a besoin pour rétablir ses grands équilibres, parce qu'elle a accès à de l'argent gratuit qui permet à l'État de vivre, à son État, de vivre au-dessus de ses moyens. Et donc, l'Italie, qui est encore aujourd'hui dans l'attente des 200 milliards du plan de relance, souvenez-vous, le plan de relance européen, souvenez-vous qu'Emmanuel Macron nous a, en juillet dernier, présenté comme une grande victoire personnelle ce plan mirifique à 750 milliards, dont 40 doivent tomber dans la poche de la France, 200 milliards de ce plan doivent tomber dans la poche de l'Italie, et l'Italie n'a toujours pas vu le premier euro de ce plan, dans une très large mesure, parce que tout le monde s'est mis d'accord en Europe pour se contenter d'un effet de communication, d'un effet d'annonce, mais pour bloquer le déblocage, pour bloquer les fonds au maximum, et pour éviter que ces fonds ne tombent dans l'escarcelle des pays qui en ont besoin. Donc on a eu le sketch de la Pologne et de la Hongrie qui avaient décidé de mettre leur veto sur ce fonds de relance, sur ce plan de relance. Ensuite, on a eu les pays pingres qui multiplient chaque fois qu'ils en ont la faculté le bon déroulement de ce plan pour éviter que l'argent n'aille trop vite là où il doit aller. Et donc l'Italie est aujourd'hui en position difficile parce qu'elle s'est endettée. Elle a encore besoin de 200 milliards d'aides publiques apportées par le Fonds européen. Et c'est celui qui a facilité l'endettement de l'Italie qui est aujourd'hui chargé de rétablir la situation en Italie. C'est un signal qui me paraît extrêmement important à noter parce que, de mon point de vue, la nomination de Mario Draghi comme expert, c'est l'épistocratie, le gouvernement des experts qui triomphent en Italie, la nomination de Mario Draghi comme Premier ministre en Italie est pour moi le moment où commence à se déclencher la crise de l'euro et la crise de la dette publique en Europe qui arrive. C'est le signe que les forces politiques traditionnelles ne sont plus en position de prendre le pouvoir en Italie, ne sont plus en position de gouverner de façon stable. C'est le signe que les difficultés économiques commencent à prendre une ampleur telle qu'il va falloir prendre des mesures autoritaires imposées par des gens non élus, comme Mario Draghi, et que ceux qui sont chargés de prendre ces mesures sont en réalité des pompiers pyromanes. C'est-à-dire que la position italienne était rendue intenable par Draghi. Et donc, que va-t-il faire sinon continuer
les recettes qu'il connaît, c'est-à-dire faire le passager clandestin et aller chercher de l'argent en Europe, au besoin, en donnant satisfaction aux exigences de la Commission européenne par des réformes systémiques qui seront très impopulaires et qui ne seront pas discutées démocratiquement. Aujourd'hui, c'est l'Italie. L'Italie est d'ores et déjà, 1 an après la pandémie, on se souvient d'images de Bergame complètement frappées par le coronavirus l'an dernier. Ça commence par l'Italie maintenant. N'oubliez pas, le pays qui suivra, c'est la France, et ce sera douloureux. Lorsque nous serons en position de ne plus avoir de majorité politique capable de gouverner, et lorsque nous serons obligés de choisir des experts pour diriger ce pays, le signal sera donné d'une grande curée pour les épargnants, parce que la Commission européenne exigera des mesures, et nous connaissons tous la manie des Français qui vont chercher chez les épargnants un bouc émissaire pour payer à leur place. Donc soyez très attentifs à cette situation. La nomination de Conte est un signal qui est tiré, qui est un signal dangereux. Sur ce, j'ajoute une information optimiste, c'est que je vous recommande tous, et sur le courrier des stratèges, je publie ce samedi une longue interview d'explication sur l'affaire GameStop, qui est le début, là aussi c'est un événement historique, le début de la syndication des petits porteurs capables, sur les marchés boursiers, de tenir la dragée haute aux hedge funds, tenir la dragée haute et même de les mettre en déroute. Regardez cette interview, elle est intéressante parce qu'elle vous montre comment demain, les petits porteurs, d'une façon ou d'une autre, seront les acteurs majeurs des marchés grâce à une utilisation intelligente des réseaux sociaux. Regardez cette interview, elle est un peu technique, mais elle est pédagogique et elle vous permettra de comprendre ce qui s'est passé aux États-Unis. Enfin, pour vous aider, j'ai publié vendredi un petit guide de votre mix patrimonial. J'ai repris l'analyse des patrimoines personnels des Français, des patrimoines des ménages, publiés par l'INSEE. J'ai repris leur décomposition et je vous propose de vous situer dans cette décomposition pour que vous puissiez savoir comment, à un niveau de patrimoine donné, vos homologues, vos confrères, vos voisins font et quels arbitrages ils rendent sur leur mix patrimonial. J'ai publié ce document, je crois que c'est intéressant pour vous, puisque je commence avec vous une réflexion à long terme sur ce qu'est le mix patrimonial. Et ne manquez pas de vous référer aux articles que j'ai publiés sur le courrier des stratèges cette semaine sur cette question, parce que je crois que le mix patrimonial, c'est en réalité le choix d'allocation d'actifs. Est-ce que je fais plutôt de l'immobilier, plutôt de l'actif boursier, de l'actif financier, plutôt de l'assurance vie? Je crois que ce mix, pour tous ceux qui ne peuvent pas s'expatrier maintenant, ce mix va devoir évoluer de façon prudentielle. Et je propose qu'ensemble, nous réfléchissions petit à petit sur la meilleure façon de faire. J'ai notamment tiré la sonnette d'alarme dans la foulée de l'affaire GameStop sur la déconnexion qu'il y a aujourd'hui entre le rendement des actions et leur prix d'achat en bourse, qui me semble annonciateur d'une déstabilisation boursière prochaine. Voilà, rendez-vous sur le courrier des stratèges pour avoir des compléments d'informations sur les éléments que je vous donne aujourd'hui. Et puis, à très bientôt.